Bonjour à tous, donc reprenons là où on s'en était arrêté. Donc on avait choisi donc les différentes liaisons élémentaires. Donc il nous reste plus qu'à faire le paramétrage du système. Donc on va dans un premier temps paramétrer les différents repères entre eux. Donc le passage du repère 1 au repère 0 par une rotation d'angle θ portée par x0. Repère 2 vers le repère 1 par une rotation d'angle alpha portée par y1, et une rotation d'angle bêta entre le repère 3 et le repère 2. Et entre le repère 3 et le repère n, qui est donc lié au bâti, on va noter ça par un angle delta majuscule, en référence donc au cours de dimensionnement de CAM du premier semestre. Les différentes longueurs caractéristiques, donc en gras, sont des vecteurs, et en non gras, donc des valeurs numériques. Donc on va avoir la distance AB donc entre les deux roulements, qui est une distance A portée par x0. A est une valeur algébrique, donc elle peut être positive ou négative. Ensuite AC, donc du B porté par x0 plus lambda porté par y1, CD du cx2 plus dy2, et CF moins cx2 plus dy2. Et donc ensuite, les deux vecteurs qui vont nous définir la position du point de contact, donc DE et FH, qui ont donc une distance R qui est égale au rayon du galet, et N, le vecteur normal, à la cam. Donc on peut obtenir le graphe d'architecture suivant, donc avec les différents ensembles. Donc l'ensemble 0 qui est en liaison rotule avec rotule de centre B avec l'ensemble 1, et en linéaire annulaire de centre A et de direction x0, toujours avec l'ensemble 1. Entre l'ensemble 1 et l'ensemble 2, on a donc une liaison pivot-glissante d'axe CY1, et entre 2 et 3, on a donc une liaison rotule en D, et en 3, qui est en contact ponctuel en E et de normale N. Et pour le deuxième galet, donc l'ensemble que je vais noter en souligné, pour gagner en efficacité. Donc en rotule, rotule de centre F avec l'ensemble 2, et une liaison ponctuelle donc entre H et N. Chose importante, donc si je prends le torseur de 1 sur 2, j'ai deux expressions possibles en fonction que j'exprime ce torseur dans la base liée à l'ensemble 1 ou dans la base liée dans l'ensemble 2. Donc on va avoir ici en code couleur, donc en rouge, l'expression du torseur exprimée dans l'ensemble. Donc en rouge, on va avoir l'expression de ce torseur exprimée dans la base rouge, donc de l'ensemble 1, et son expression dans l'ensemble 2. Donc, en prenant en compte notre paramétrage, on a donc une relation qui va nous permettre d'exprimer x2 en fonction de x1 et de z1, et de l'angle alpha, et même chose pour le vecteur z2. Donc on peut comme ça exprimer la résultante de 1 sur 2, en disant que c'est une résultante... Oh putain, je me rate. On va remettre le pointeur laser, c'est peut-être plus lisible. Donc en prenant en compte notre paramétrage, on peut exprimer facilement le vecteur unitaire x2 dans la base 1, donc par une simple projection, en disant que donc x2 c'est égal à cos alpha x1 plus sinus alpha z1. Et même chose pour le vecteur unitaire z2. Donc ainsi, la résultante de 1 sur 2 peut être exprimée soit en utilisant les coordonnées les coordonnées du torseur exprimées dans la base 2 ou dans la base 1, et donc les deux relations restent les mêmes. Et donc on peut identifier assez rapidement une similarité entre les deux torseurs, et donc on va dire que la projection du torseur, ainsi, lorsqu'on va écrire le PFS, on pourra exprimer le torseur de 1 sur 2 soit dans la base 1, soit dans la base 2, en fonction de la simplification
Ainsi, lorsqu'on va appliquer le PFS, on va pouvoir utiliser l'expression du torseur de 1 sur 2 exprimée dans la base 1 ou dans la base 2 en fonction des données du problème et pour minimiser le nombre de projections nécessaires. Donc la seule chose importante à respecter, c'est que lorsque l'on va écrire le PFS, et donc les 6 équations scalaires, c'est le fait que ces 6 équations scalaires proviennent de la projection de la résultante et du moment sur des vecteurs identiques pour chacun, que l'on exprime bien le PFS dans la même base. Mais les différents PFS, donc si on isole 1, 2 ou 3, peuvent être exprimés dans une base complètement indépendante l'une de l'autre. Bien, si maintenant on réfléchit à notre stratégie, donc on reprend notre graphe des liaisons. Donc si on isole l'ensemble 1, on va faire apparaître donc, les torseurs, les actions mécaniques de 0 sur 1 par la rotule de centre B et de la linéaire annulaire de centre A et de direction x0, ainsi que le torseur de la liaison pivot-glissante de 2 sur 1. Donc les torseurs de la liaison rotule de centre B et la linéaire annulaire, on connaît leur expression soit dans la base 0, soit dans la base 1. Le torseur de la liaison pivot-glissante, on connaît son expression dans la base 2 ou dans la base 1. Donc on se rend compte que si j'isole le solide 1 et que j'applique le PFS à 1, j'aurai naturellement tendance à exprimer les différents torseurs d'action mécanique extérieure dans la base 1. Au moins, je n'ai aucune projection à faire. Pour le solide 2, même chose, le torseur de la pivot glissant, je connais son expression dans la base 2, la rotule en D, je peux avoir son expression dans la base 2, même chose pour la rotule en F. Donc le PFS du solide 2 sera donc exprimé dans la base 2. Donc pour le solide 3, je connais l'expression du torseur de la rotule de centre D de 2 sur 3, donc je peux l'exprimer assez simplement dans la base 3, et même chose pour la liaison ponctuelle. Donc dans ce cas de figure-là, les bases de projection pour les différents PFS vont être les bases des solides que l'on va isoler. Donc maintenant que la stratégie est définie, il ne nous reste plus qu'à écrire les différentes équations pour obtenir notre matrice du système et déterminer donc le rang du système avec le nombre de mobilités ainsi que l'hyperstatisme du mécanisme.